Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau podcast. On est ici avec l'équipe. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la longévité. Je vais essayer de dire bien ce mot parce qu'on va devoir le dire beaucoup. J'espère pas me tromper. Comment on dit en espagnol? Longevidad. Voilà, si tu dis ça. Voilà, ça passe. Ok. On va parler un petit peu, vu que c'est quand même un peu en tendance. Je vois beaucoup de gens qui parlent de ça. Je vois beaucoup de suppléments. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est très à la mode maintenant. Beaucoup de suppléments pour essayer de rester le plus jeune possible, essayer je sais plus comment ça s'appelle. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre beaucoup de millions en récupération. Genre, il peut pas être dans un RX. Il doit, je sais plus le nom. Il a quitté un podcast d'ailleurs, en Inde. C'est vrai? Ouais, ce gars-là, je sais plus son nom, on va regarder. Il a quitté un podcast en Inde parce qu'en fait, un de ses assistants lui a dit que l'air était trop pollué. Et donc, comme l'air était trop pollué, il est parti du podcast parce qu'en fait, ça influence sa longévité. Selon, entre guillemets, voilà, des calculs. Non, c'est une dinguerie. Ouais, mais il y a des photos, c'est choquant. Il commence à revenir un peu, pas trop jeune, mais c'est bizarre. On dirait un alien presque maintenant. Vraiment. C'est assez chaud. Et avant de commencer avec tous les chapitres, je pense qu'on pourrait dire brièvement, par exemple pour toi Seb, pendant que Benja trouve la photo du mec, pour toi la longévité c'est quoi? C'est au niveau sportif on parle. Au niveau sportif, c'est savoir bouger garder toutes ses amplitudes le plus longtemps possible, en évitant toutes les blessures, tout simplement. Ok, ouais. Pour toi Benja? Moi, je pense qu'il y a aussi une notion de qualité. Je pense qu'en fait, la longévité, c'est surtout pas rester longtemps en vie, mais rester longtemps en vie en bonne condition physique. J'ai vraiment envie d'amener ça, moi, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que Seb vient de dire. Donc pour moi, la longévité, c'est surtout ça. C'est en fait rester le plus longtemps possible en bonne santé, c'est-à-dire être le moins contraint possible dans ce qu'on a envie de faire. Donc, je sais pas, moi, si à 70 ans, j'ai envie de faire un saut en parachute, peut-être que c'est pas le truc à faire, mais je veux être en possibilité de le faire, quoi, en fait. Donc, pour moi, c'est surtout une connotation de corrélation entre le temps, oui, l'âge, mais aussi surtout la qualité que tu as à cet âge-là, quoi. Ouais. Ok, top. Mais ouais, pour moi, c'est plus ou moins un résumé des deux. En fait, c'est vraiment essayer être capable de continuer à faire du sport le plus longtemps possible, presque à vie si c'est possible, et avoir cette notion de vraiment être en bonne santé, pouvoir continuer à pouvoir me challenger et pouvoir continuer à en profiter au maximum du sport, de tout ce que le sport peut donner. C'est un peu pour moi le côté longévité. Il y a pas mal de stats que je regardais. Par exemple, il y a eu une grosse augmentation, par exemple, depuis CrossFit, depuis Aerox, etc., de personnes de plus de 40 ans qui s'entraînent. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait des gens dans votre entourage de plus de 40 ans qui faisaient du sport? Quelques-uns, très rares, et c'était toujours des illuminés, vus d'extérieur, parce que la priorité a toujours été sur le travail, et dans nos générations, quand nos parents travaillaient, il y avait un peu plus de travail physique, même si, soit je vais pas rentrer dans le truc des âges, parce que c'est un peu bizarre. Mais donc, parce que je pense à quelqu'un qui habitait à une centaine de mètres de chez moi, au bout de la rue, et le mec, il est décédé à 96 ans, il faisait tous les jours, encore à cet âge-là, une trentaine de kilomètres en vélo par jour, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe. Et il allait chercher son lait en courant. Et ça me faisait presque rire, parce que quand il traversait la route, il regardait même pas à droite et à gauche avec sa petite cruche pour aller chercher le lait. Mais il s'est jamais fait écraser. Et donc, il y avait ces personnes-là et qui étaient pas valorisées forcément. Et aujourd'hui, je trouve qu'on valorise quelqu'un qui arrive à prendre soin de soi. Et après, on met beaucoup moins d'importance dans la réussite professionnelle, j'ai l'impression aujourd'hui, mais plus dans la réussite financière aussi, pour pouvoir, avec cet aspect financier, prendre soin plus de soi. Ouais. Gagner une liberté. Ouais. Et toi, dans ton entourage, quand tu étais plus jeune, déjà c'est marrant parce que, en fait, moi, les gens les plus sportifs que j'ai connus,
c'était des gens qui avaient besoin de leur corps en fait pour travailler. Donc il y a aussi une énorme corrélation au niveau du boulot, notamment mon père, entrepreneur en maçonnerie. Franchement, c'est quelqu'un qui reste même à 64 ans là, costaud, vraiment. Donc pareil, ma famille travaille, toute ma famille en fait, à part moi, travaille pour mon père et beaucoup d'hommes, donc beaucoup de maçons dans l'entrepreneuriat, etc. aussi. Et donc l'idée, c'est que effectivement, pour moi, il y a vraiment cette notion de être fort pour être utile. En fait, et la longévité, pour moi, elle est aussi corrélée à ça. C'est en fait être fort pendant 1 heure, c'est cool, mais être fort pendant 8 heures sur une session de travail moyenne, on s'entend, c'est encore mieux, quoi. Alors évidemment, on n'est pas, j'ai pas encore eu les infos. Enfin, je sais pas s'ils tiendront tous jusqu'à 90 ans avec leur vélo, voilà. Donc l'idée, c'est que je pense qu'il y a aussi une notion où, par exemple, nous, on a beaucoup dans la maçonnerie, beaucoup de problèmes de dos, des choses comme ça. Mais force est de constater que voilà, j'ai été voir mon père, je lui ai dit voilà, on va regarder quelques trucs avec les hommes, parce que bon, moi c'est des gens, c'est quasiment des oncles en fait, j'ai grandi avec ces gens-là, donc pour moi c'est que de la famille, et il y en a qui sont vraiment mes oncles en fait, qui sont les frères de mon père, et on avait regardé quelques infos, et en fait toutes les pathologies que je voyais en fait étaient complètement soit réparables, soit carrément endiables. Donc la pathologie aurait pu ne pas naître si on avait été dans les bons patterns de mouvement, donc dans vraiment la bonne façon de bouger, etc. Alors évidemment, faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de faire un squat quand tu es en train d'essayer d'amener un bloc, etc. Bref, il y a des contraintes qui sont solides, mais encore une fois, ce qu'on veut, c'est améliorer le tout pour que ce soit plus global. Donc ouais, moi j'avoue que les personnes que j'ai vues le plus sportives, c'était vraiment dans une volonté de, alors je vais utiliser le terme peut-être galvaudé ici, mais de performance professionnelle. Et c'est marrant parce que j'ai vu un texte récemment là sur Instagram, donc pas de secret, c'est vraiment un petit texte où il disait en fait un bon entrepreneur ne peut pas être obèse. Et ça m'avait impacté en fait. Je me dis waouh, c'est cool. Pourquoi? Et en fait, tu vois, typiquement, c'est le genre, je vais le citer, mais Samy quoi. C'est le genre de discussion qu'on a tout le temps avec Samy. Samy, c'est un super sportif, c'est un super entrepreneur, un peu ce qu'on pourrait appeler un serial entrepreneur et un entrepreneur à succès. Clairement, le corps est son outil de travail quoi. Et en fait, pour moi, quelqu'un qui veut performer et qui passe à côté de la longévité, j'ai envie de dire aussi, le fait d'être vraiment dans la longévité et dans la qualité de son corps, qui est carrément pour moi l'outil de travail de tout le monde, même si tu es juste en train de cliquer sur une souris. Pour moi, on passe à côté de quelque chose de vraiment important. Donc moi, je trouve quand même que ouais, c'est là où moi j'ai été le plus interpellé dernièrement et où personnellement j'ai vu le plus de personnes sportives en fait dans le milieu professionnel que je côtoyais quoi, qui est plutôt ouvrier, on va pas se mentir. Ouais, moi, c'est vrai que j'avais mon père qui faisait beaucoup de sport, qui était culturiste, mais sinon c'est vrai que dans mon entourage, je veux dire, il n'y avait pas vraiment de... En fait, c'est un peu comme les footballeurs à 35 ans, c'était déjà fini, tu vois. C'est pour les enfants, c'est fini. C'est ça, c'était vraiment des choses... Je le voyais plus comme ça. J'ai vraiment l'impression maintenant, Cristiano Ronaldo qui vient de gagner 40 ans, boum. Et en fait, il y a vraiment cette notion de que, en fait, on peut continuer à faire du sport. Il a un très bon niveau encore. À 40 ans, ça ne doit pas être facile. Et je crois qu'on est vraiment dans... d'essayer d'élargir beaucoup plus cette carrière-là. Une nouvelle phase. Mais c'est Tom Brady qui a les performances au Combine qui sont les mêmes ou meilleures qu'à 23 ans alors qu'il a 46. Ah ouais, putain. Ouais. NFL, mais il y a... Combine, les trucs, les tests, le 60 ou le 100 yards, je sais pas quoi. Ouais. Je connaissais pas, mais il y a aussi, par exemple, rien à voir avec le sport, mais l'acteur qui vient de faire Mission Impossible de nouveau, Tom Cruise, qui fait encore, il a, je sais pas, 60 quelque chose. Ouais, 62, 65, je pense. Il continue à faire lui-même les chutes, les cascades et tout, et ça montre qu'il y a vraiment une notion de vouloir continuer à être opérationnel, on va dire, ou à être dans ce physique, etc. Mais la question que moi je me pose, est-ce que c'est parce que maintenant on a appris à mieux s'entraîner? Est-ce que c'est parce que la vie est plus facile, etc. Pourquoi vous pensez que maintenant on est capable de s'entraîner plus longtemps? Est-ce que maintenant les priorités ont changé, comme tu disais, Seb, que avant la priorité c'était de travailler, c'était vraiment le côté plus le boulot, et maintenant on essaie en fait on s'est rendu compte qu'on doit prendre plus soin de nous et y mettre le travail un peu plus de côté s'il faut, mais plus se concentrer sur nous-mêmes, sur notre problème, et être en meilleur état physique et mental. Tu penses que c'est ça? En partie, oui, et ce que ça entraîne, c'est que justement on prend de plus en plus soin de nous.
on est dans des activités physiques qui sont plus réfléchies. Par exemple, justement, on considérait que quelqu'un qui était actif physiquement était en bonne santé. Et d'un autre côté, on disait oh, il va être maçon à 60 ans, il est fini. Ou footballeur, 35 ans, il est fini. Ils sont usés. Le sport, ça use. Mais pour moi, les mauvais mouvements usent, les mouvements asymétriques usent. Et donc, il y a, comme tu parlais de Cristiano Ronaldo, il y a toute une prise en charge qui est censée être du renforcement qui équilibre, où il y a plein de choses. Par exemple, j'ai un autre exemple. Quand je m'entraîne de manière régulière, maintenant, enfin, on va dire, admettons, je m'entraîne, j'essaie de travailler de manière équilibrée. Quand j'étais plus petit, je travaillais un peu plus manuellement. Si je dois reprendre une pelle ou, admettons, pour bouger un tas de sable, je vais essayer de le faire d'une certaine manière en engageant certaines choses. Mais là, je le fais avec la volonté de moi de travailler d'une certaine manière, et la tâche n'est pas de bouger le tas de sable le plus vite possible. Et quelqu'un qui travaille de manière professionnelle va faire le focus sur la tâche et donc va s'oublier dedans. Exactement. Et quand je veux le faire de manière correcte, je vais beaucoup moins vite. Et ça commence à m'énerver. Et donc, je pars à défaut sur un autre truc qui engage musculairement d'une manière dont je ne devrais pas. Et là, on développe des asymétries, et du renforcement. C'est des trucs qui partent si on ne travaille plus pendant un certain temps, normalement, vu que c'est asymétrique et que, enfin, soit. Mais il faut voir jusqu'où on a été, jusqu'où la contrainte a été au niveau blessure éventuelle et si on a travaillé dessus. Ouais. Et donc, il y a ce paramètre-là pour moi au niveau sportif, au niveau boulot, qui est à prendre en compte. Et donc, si on a un boulot justement de maçon, n'importe quoi, c'est intéressant de faire une activité physique, de préparation physique générale, pour pouvoir rééquilibrer, pour pouvoir repousser un peu ses blessures. Et, parce qu'il faut, au plus on a une masse musculaire équilibrée, au plus on sera long dans le travail, ce sera bénéfique au niveau blessure, au niveau longévité. Ah, en fait, je suis pas le seul, hein. Je suis pas le seul, en fait, hein. Mais ça me fait marrer parce que justement avec l'armée, en fait, des fois on sautait en parachute. En fait, à l'armée, j'avais tout le temps mal au dos parce souvent t'as le parachute ici, t'as des sacs, etc. Et tu dois marcher des kilomètres pour arriver à la position. Et au moment que je me suis fait mal au bas du dos, je commençais à faire plus de renforts, plus à essayer de comprendre, activer, etc. Et quand je commençais à avoir des meilleurs pas des résultats de performance, mais des meilleurs résultats au niveau de sensations, etc. dans l'entraînement. Les jours que j'étais en parachute, que je devais marcher, en fait, c'était marrant parce que justement, je commençais comme avec l'appel. J'essayais de dire, OK, maintenant, je vais essayer de bien activer mes abdos, je vais bien... Et en fait, je ressentais tout ce que je ressentais dans l'entraînement. Et c'était super intéressant de voir que ce que tu fais à la salle, en fait, est totalement transférable dans ta vie de tous les jours. Dans mon cas, c'était ça, mais comme on disait, un maçon ou une autre personne, c'est parce que tu as réveillé des chemins, des patrons, tu as réveillé des muscles qui, en fait, tu sais activer, que tu réfléchis à ça et tu prends plus de temps. Après, c'est un peu comme un WOD. Tu peux le faire à fond, très rapide et pas penser à qu'est-ce que tu actives. Mais tu mets focus sur la tâche. La tâche est le plus important à ce moment-là. Ou alors, tu fais le boulot, tu fais le WOD en pensant que je dois tenir dans le temps, je dois tenir dans la longévité, etc. Et alors, je vais essayer d'activer les bons muscles, faire les bons muscles, etc. Parce que justement, le WOD est aussi très transférable à un jour de travail, etc. Tout à fait. Mais justement, je sais que tout le monde n'a pas le temps de le faire et parfois on vient 2 fois, 3 fois par semaine. Mais par exemple, on a fait un WOD aujourd'hui. Et on a plus tendance à faire du renforcement parce qu'on considère que quand on ne sait pas quoi faire, il faut toujours faire de la force. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Et donc, il y a des temps de connexion. Tu sais, on crée une conscience. Et quand on va s'entraîner dans le WOD, on va essayer d'implémenter ça dans des mouvements plus globaux avec des mélanges d'autres exercices. Et ça, c'est censé être la réflexion d'un entraînement. La tâche, c'est la compétition. Et là, il y a un focus stratégie, il y a plein d'autres choses. Mais à l'entraînement, ça reste un peu différent dans la manière où on veut progresser physiquement. Après, il y a l'entraînement stratégique, etc. aussi. Ça, c'est tout un autre truc. Mais ça serait une bonne optique si on veut rester longtemps. Donc, dans un WOD, même s'il y en a qui disent l'engagement des épaules, ça est pertinent, est une chose à prendre en compte, par exemple. Par exemple, un truc que j'aime bien souvent le dire, par exemple, des fois on fait des EMOM de wall ball pour l'Irox. J'essaie de mettre beaucoup de volume dans le EMOM pour essayer que les gens soient capables de faire dans l'Irox les 100 unbroken. Et Red Bull. Oui, pour avoir le patch Red Bull.
Non, mais c'est... Et surtout, il y a beaucoup... tu vois directement la mentalité des gens qui font de la compétition des CrossFit. C'est OK, je vais le faire en 4x25, comme ça. Tu vois, et là, j'ai dit, on s'en fout. Essayez d'aller... Pourquoi vous allez vous limiter? C'est possible que vous êtes capable de faire 60. Ouais. Après, vous êtes cramé. Après, ça va être par 5. Mais c'est pas le jour de la stratégie aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes capable de faire 60 et que ça, vous savez le repousser parce que vous êtes dans la recherche d'essayer d'évoluer, c'est beaucoup plus intéressant qu'essayer de jouer la stratégie, etc. Et je pense qu'il faut faire vraiment la différence. Quand je suis dans une compétition, je me prépare pour une compétition, il faut apprendre à faire une bonne stratégie, bien analyser tout ça. Mais quand on est là pour s'entraîner, pour être plus dans la longévité, être plus fort, 1% plus fort qu'hier, on n'est pas toujours obligé d'être dans la stratégie. C'est mon point de vue. Et souvent, je vois qu'on est trop dans la stratégie. Ouais, je vais essayer de faire ça 4 fois comme ça, j'aurai plus de repos comme ça, mes avant-bras vont récupérer. Mais c'est possible qu'il faut fatiguer les avant-bras aujourd'hui et arriver à la limite de tes avant-bras et c'est pas grave. Mais on pourrait, pour revenir aux voitures, la stratégie c'est un peu pour expérimenter. Il faudrait quasi être au rupteur, enfin très haut dans les tours pour pouvoir avoir le feedback que tu auras en compétition aussi. Et là, tu sais tirer des conclusions. Ce dont on parle là, c'est la différence entre la tâche et la contrainte en fait. Nous, en tant que professionnels, ce qu'on veut, c'est mettre une contrainte qui est corrélée à ce qu'on veut faire ressentir aux gens. Et la problématique, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne prennent pas en compte cette contrainte, mais qui veulent accomplir la tâche. Donc typiquement, c'est tu vas faire 10 toast to bar, on va te demander d'aller chercher jambes tendues parce que ce que tu veux, c'est isoler un maximum les fléchisseurs de hanches, travailler un maximum le press back par exemple, en renforcement structurel, mais sous fatigue. Donc là, c'est la contrainte, c'est garder les jambes tendues. Et en fait, tu vas voir que 90%, allez, je vais être sympa, 80% des gens dans un workout vont plier les jambes. Ils vont dire, oui, mais si je tends pas les jambes, si je plie pas les jambes, je touche pas la barre. Mais je t'ai jamais demandé de toucher la barre. Je t'ai demandé, dans ces contraintes-ci, de garder les jambes tendues et d'envoyer le plus loin possible. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'étais cramé, je savais très bien que ça allait pas passer les 5 rounds avec les 12 reps par rapport au format qu'on avait. Ben, je me suis dit, écoute, zéro ego, mec. Ce que tu veux, c'est travailler, c'est justement aller à ce fameux rupteur. Mais ne mets pas la tâche en priorité, mais une contrainte intelligente par rapport à ton point faible. Moi, mon point faible, par exemple, c'est le work capacity. Donc, je me suis dit, OK, je lâche pas la barre dans les mains. Quoi qu'il arrive, j'arrive au hang et je tape le maximum pendant 1 minute par rapport, encore une fois, à des contraintes qui me mettent, moi, au rupteur. Je pense que le gros point fort aussi d'Astérion, c'est qu'on a des contraintes qui sont claires dans nos têtes. Et là, par contre, je m'adresse aux coachs ou aux professionnels de santé qui nous écoutent, même les adhérents, hein, si vous nous écoutez, je l'espère, c'est que quand nous, on vous propose une contrainte, c'est la contrainte qu'on propose. Après, on propose, vous disposez. Si vous avez envie d'avoir une autre contrainte, venez, on en discute. Parce que si vous avez une problématique ou une difficulté quelque part, nous, on peut tout à fait adapter la contrainte à vous pour pouvoir éviter d'être dans cette tâche. Parce qu'il y a 10 ans, on était dans la tâche au CrossFit. Et c'était la course à la grosse barre. Et devinez quoi? C'était blessure sur blessure sur blessure. D'ailleurs, il y en a qui sont toujours dedans, qui montrent sur Instagram leur barre à 110, 115, 120, 130 au snatch. Ouais, c'est magnifique. Mais en fait, ces gens-là, ils sont blessés 2 fois sur 3 au niveau des compètes, quoi. Donc, est-ce que là, on est sur la longévité ou on est sur la santé? Voilà. Je jette pas la pierre, hein. J'ai pas des barres à ce point-là, on est bien d'accord. Et j'ai jamais mis la tâche en priorité. Parce que moi, ce que je veux, c'est une vie qui me permet justement de coacher, d'être là dans ces podcasts avec vous. C'est une vie qui me permet justement d'être opérationnel dans ma vie professionnelle. Donc, voilà. Moi, c'est un petit peu la vie que j'ai par rapport à cette fameuse tâche contrainte. Mais ce qui est intéressant dans la performance, justement, c'est que ça met si on est pas focus sur la tâche et qu'on arrive à prendre du recul justement pour augmenter sa capacité de manière générale de travail, ça fait ressortir tous les défauts qui vont ressortir 20-30 ans plus tard. Donc par exemple, moi ça me plaît beaucoup de sentir, je sais que j'ai certains points faibles et je sais qu'à 60 ans, non allez, 90 ans, sérieusement, ou plus de 100, c'est des trucs, si je ne travaille pas dessus maintenant, je devrais travailler dessus à cet âge-là, mais je serais moins vascularisé, j'aurais tel et tel souci en plus, j'aurais 50 petits-enfants à gérer, j'aurais plein de trucs. Et donc, ça fait le côté performance, pas forcément compétition, mais se challenger sur certaines contraintes, parce que c'est bien d'avoir des marqueurs d'une certaine manière, si on veut, et de travailler autour de ça pour renforcer. C'est beaucoup de feedback, et ce feedback-là, on sait l'avoir déjà maintenant plutôt que de l'avoir à 60, 70, 80 ans ou beaucoup plus tard. Top. Mais ça vient à l'esprit alors de parler par exemple du premier chapitre, on va dire que c'est la force comme la base de la santé.
On vient de parler un petit peu qu'on ne sait pas quoi faire, on doit faire la force. Et c'est pour vous, qu'est-ce qui est réellement important? Pourquoi faire de la force? Qu'est-ce qui aide réellement dans le long terme, dans la longévité, cette partie de force? En fait, j'ai même envie de te poser la question inverse. Quel est le problème de faire de la force, quoi, tu vois? C'est jamais une erreur de faire de la force parce que si tu es fort pour tout, en fait, tu n'es jamais limité. Alors, quand je parle de force, on parle de puissance, de capacité de faire, mais aussi de possibilité de ne pas être limité. C'est surtout ça, en fait, moi, que j'entends. Donc, j'ai beaucoup de gens avec qui je discute. Ils vont être super forts. Tu vas les faire runner 15 km, pas de problème. Tu vas leur faire prendre 2 haltères de 5 kg. Tu vas leur faire 10 thrusters, c'est fini. Ils sont à terre éclatés. Alors que, factuellement, faire 10 thrusters à 2 x 5, ça prend quoi? 15 secondes? 20 secondes peut-être? Alors que eux, ils mettent 1 heure tranquille à y aller. Et en fait, souvent, je dis, ok, il y a la capacité cardiovasculaire, mais il y a aussi la capacité à envoyer l'énergie, à revenir de cette énergie, etc. Pour moi, la force, personnellement, c'est ce que j'adore travailler. Parce qu'en fait, la force ne ment pas. C'est une charge. Est-ce que tu arrives à la soulever? Est-ce que tu n'arrives pas à la soulever? Encore une fois, il y a cet intérêt de contrainte ou tâche. Moi, j'avoue que je suis pas trop sur la tâche. Je me dis pas, je vais faire du bench. Je me dis juste, ok, j'adore faire du bench. On va chercher les bonnes choses, entre guillemets, les choses qu'on a envie de travailler ou qu'on doit travailler. C'est encore une autre discussion. Mais par contre, le fait d'aller chercher ça, il y a une transférabilité. Et il y a 1 an et demi, 100 kilos, c'était lourd. Maintenant, 100 kilos, c'est une charge de travail. Ok, à 80%, même plutôt 90% pour être honnête. Mais on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Donc, moi, je pense que la force, elle est sous-cotée. Et il y a beaucoup de gens qui vont se jeter dans le crossfit, dans l'Aerox, dans la course à pied, bref, qui vont se jeter à fond dedans et qui, en fait, vont rester très longtemps sur un palier. Alors qu'en fait, ces paliers-là, bon, ça peut être technique aussi, entendons-nous, hein, parce que voilà, si on est limité par une technique, c'est une chose. Mais par contre, le fait d'aller chercher vraiment de la force, ça va vraiment vous permettre de ne pas être limité et aussi, ça va augmenter la longévité, je vais y arriver, hein, la longévité. Parce que pour le coup, ça, tu vois, on a parlé de Jonas, et maintenant on l'a en tête, maintenant. Mais intégrez-nous. C'est fou, hein, ça. Vous avez vu à quel point on est synchro tous les trois. Donc, tu l'as mis dans le cloud, en fait. Et donc maintenant, on l'a dans la tête. Bref. Donc, dans l'idée, moi, je me dis, plus on est fort, et en fait, CrossFit parle de la décrépitude. Je sais pas si vous aviez ça, parce que toi, tu l'as peut-être fait en espagnol, mais en gros, c'est l'idée, la décrépitude, c'est le fait de descendre, en fait. On ne peut pas éviter la perte de masse musculaire, la perte de tonicité, etc. Sarcopénie, mais c'est pas encore ça tout à fait. Okay. Donc, dans l'idée du CrossFit, décrépitude, c'est global. Donc, en fait, l'idée, c'est que plus on va travailler la force, dans ce que je veux amener comme idée conceptuelle, c'est que plus on va être haut. Et donc, la base sera haute. Et plus cette décrépitude, en fait, même si elle est égale, si tu commences à 3 et que tu descends de 1 par année, l'année suivante, tu es à 2. Mais si tu commences à 15 et que tu descends de 1 par année, tu es à 14. Donc en fait, entre 2 et 14, je pense que c'est évident pour tout le monde qui écoute ici, en fait, on préférait être le 14. Donc pour moi, il y a vraiment cette volonté encore une fois, cette longévité, cette volonté de durer dans le temps en bonne santé par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'essayer d'être le plus haut possible en fait. Moi, j'ai 35 ans, je vais sur mes 36 cette année. Franchement, moi, je pense que c'est une chance de vieillir. Par contre, c'est un choix de vieillir en bonne santé. Vraiment, je pense sincèrement. Après, demain, il peut m'arriver un truc, hein, ça, on ne sait jamais, ça, c'est la vie. Mais je préfère vraiment faire en sorte d'avoir une vie de qualité et d'être en capacité de prendre soin des gens que j'aime, des gens que j'apprécie aussi, des gens de la boxe, etc. Parce qu'en fait, pour moi, c'est important, quoi. La qualité de vie est pour moi prime sur même la longévité. Mais si on peut avoir la longévité avec la qualité, let's go. Et pour moi, la force est intrinsèquement liée à ça. Vraiment. La force, il faut voir comment on détermine aussi un travail de force ou un entraînement de force. Parce que, par exemple, si on prend le problème un petit peu dans l'autre sens, comment commencer une activité physique pour un enfant? Ouais. Par exemple, Gabriel, donc mon fils qui va avoir 2 ans, dès qu'il pourra commencer, il va faire de la gym. Et dans un monde idéal, il ferait de la lutte aussi, de la lutte libre. Mais parce que ça réunit toutes les compétences physiques, donc mobilité, souplesse, vitesse de réaction, tout, coordination. Ouais, c'est fort, hein, la lutte. Mais donc ça n'a même pas forcément besoin d'être des barres, d'être de certaines choses. Non, je ne dis pas que tu as dit ça du tout. Hein. Je dis juste que c'est plus un état d'esprit par rapport à la force, parce que c'est pas être fort, c'est pas forcément soulever lourd, c'est aussi il y a une capacité à mettre de l'intensité dans quelque chose qui peut ça peut être utile. Ce qui peut être utile, mais ça peut être 50%.
de ta charge maximale, tu mets une intensité dedans et tu peux avoir des résultats qui sont vraiment très pertinents au niveau force. Donc il y a pas tout le temps. Pas seulement la force brute, la force absolue seulement. C'est pas la force absolue tout le temps. C'est un prisme en fait. Et donc il faut un peu travailler sur tout. Et ça, par exemple, pour un enfant, je commencerais fortement avec de la gym. Parce qu'il y a une manière, poids du corps, mais c'est pas de nouveau, ce ne sera pas orienté sur des mouvements, ce sera orienté sur, si on regarde des gymnastes, il y a toute une évolution à faire dans le parcours du jeune gymnaste pour pouvoir engager le tronc et puis tout ce qui est scapulaire, ça, il y a vraiment une évolution. Et j'irai plus vers ça, dans un premier temps, une conscientisation du corps quand même, mais ça reste effectivement de la force. Ouais, c'est top. Et dans mes PT, je parle souvent de... Donc, ce qui détermine la force, c'est le système nerveux. Donc, on va entraîner le système nerveux, on va mettre une contrainte dessus. Et ça m'intéresse même de mettre des tensions avec le minimum de charge, mais en allant chercher le maximum de tension. Et je vois ça un petit peu comme un truc asiatique ou du tai chi ou des choses comme ça, où on met un peu de charge, mais je vais aller chercher dans une amplitude, une contrainte maximale avec un poids minimal. Ouais, c'est intéressant. Et avec les respirations et tout le truc dessus, et il y a moyen de... Parce que si on prend, je sais plus, certains moines, etc., il y en a qui arrivent à avoir une force extrêmement importante, alors ils utilisent à peine leur poids de corps dans certaines choses, mais c'est vraiment juste bouger en connexion. Par exemple parfait du mec pas spécialement impressionnant de la carrure, mais Bruce Lee, quoi. Bruce Lee, il était en avance sur son temps, sur plein de choses. C'était un malade, le gars. Et tu sais, le coup de poing, là, comme ça, avec la vitesse, c'était très, très fort, quoi. Tigre et Dragon, tu vois. J'ai l'image. Bref. Mais en tout cas, ouais, effectivement, c'est vrai que... en plus, c'est marrant, j'ai eu la discussion avec Kuhn tout à l'heure, qui me disait, ouais, moi, ce qui m'a fait exploser, donc c'est Kuhn qui disait ça, c'est les sessions gym, quoi. Les sessions gym qui m'ont permis vraiment de me rendre compte de certaines choses. Et moi, ma work capacity, c'est là où je suis le moins fort. Mais par contre, là où je suis le moins fort dans cette work capacity, c'est la gymnastique aussi. Donc tu vois, j'ai quand même un biais, parce que j'ai pas dit qu'il fallait utiliser des charges, mais j'ai utilisé l'exemple du bench. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que voilà, toutes les personnes qui arrivent au CrossFit et qui ont des antécédents, je vais dire ça comme ça, de gymnastes, c'est stratosphérique la vitesse à laquelle ils évoluent. Parce qu'en fait, le seul truc qui les limite, on généralise, hein, c'est pas exactement comme ça tout le temps, mais c'est la technique haltéro, quoi. Sinon, le reste... Et encore, ça dépend. Ouais, et encore, souvent il y a un peu de limitation. Oui, mais c'est vrai. Par exemple, on a Thibaut qui vient altéro, qui a fait de la gym. Pardon ? Il est gymnaste de base, lui ? Il a fait de la gym de tout jeune. Et tu vois, il est quand même. Il est arrivé en moins d'un an. Il fait 100 kilos en snatch comme ça. Après, en fait, c'est encore relatif par rapport à lui parce que donc il s'entraîne pas beaucoup. Il a un snatch à plus ou moins 100 kg, mais il pèse... donc c'est 1,1, 1,2 son poids de corps, donc ça va. Il pèse presque... Ouais, il est... Oui, mais... 92, à mon avis, ou 95. Mais depuis le début, déjà quand je l'ai vu, je suis certain qu'il a un potentiel de 130 en snatch. Parce que il a les ingrédients. Il a l'extension, mais il a surtout la vitesse dedans. Et il a une détente sèche de 87 cm ou 92. Il arrive jambes tendues sur la hauteur box haute. Oui, mais on a le Certec, je ne sais plus quoi, tu vois le truc de détente sèche. Il a 87 cm de détente sèche. Propre. Et donc, après, tu vois, il y a les ingrédients, il reste qu'à travailler. Hein. Yes. Mais c'est des choix, il y a des professionnels, il y a, et là il le fait en mode loisir, et donc c'est très bien comme ça. Mais il vient d'un parcours gym, je pense, si je ne me trompe pas, il a fait la gym. Il a fait un peu de gym, mais un peu seulement. Oui, il a fait un peu, mais par exemple, si je pense gym, je vais plus penser à Xavier, par exemple. Là, on est sur, il était à une dizaine, voire 15 heures de gym par semaine jusqu'à ses 22, peut-être même 25 ans. Il a un peu continué après. Il est 46 ans. Je ne sais pas s'il est passé en master. Je pense qu'il vient de passer première année à 46. Oui, voilà, mais il est dans 45, ces 46 plus ou moins. Je pense. Et voilà, simplement. Très bien, franchement. Super, mais ça, je pense que ça s'éclaire
pourquoi pour nous la force est importante. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais quand on parle de la force, je pense aussi à la prise de masse, à avoir une masse musculaire aussi grande, le maximum. Pour moi, c'est essayer d'arriver, comme tu disais, le plus vieux possible avec le maximum de masse musculaire fonctionnelle. Ouais, c'est important. C'est pas le but d'avoir de la masse pour avoir de la masse et pas savoir aller chercher mon dos. C'est trop de muscles, tu sais pas courir. C'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment avoir assez de masse musculaire pour quand il y aura cette petite chute, parce qu'on pourra s'entraîner un peu moins, ou pour X raisons, on est descente à 14, comme tu disais, et pas arriver à descendre à 2, quoi, exactement. Et grâce à avoir une bonne masse musculaire, mais comme on dit, fonctionnelle, parce qu'on veut aussi quand même savoir courir, savoir pouvoir avoir de la résistance, etc. Moi, j'aime bien beaucoup, on avait utilisé ça sur Insta, et j'avais mis le cardio, en fait, c'est pour gagner plus d'années. Et la force, c'est pour avoir des meilleures années. Je trouvais que... Et Astéron, c'était pourquoi du coup? C'est pour meilleure vie. Eh ouais, un peu de pub, c'est l'instant pub. Mais je trouvais que c'était cool parce que c'est vraiment ce côté d'essayer d'être le plus loin possible, on va dire, dans l'histoire, mais en même temps que ça soit des bonnes années. Parce que si tu arrives à 100 ans, mais tu sais même plus te soulever de ton lit... Voilà, ça sert pas à grand chose, quoi. Je me répète, hein, mais c'est une chance de vieillir, mais c'est un choix de bien vieillir, en fait. Je pense sincèrement, avec en plus toutes les maladies de société maintenant, je veux dire, nos grands-parents, les cancers, c'était, alors après, on peut encore en discuter, hein, c'était peut-être quelque chose dont on parlait pas parce qu'on n'avait pas les connaissances de maintenant, ok? Donc, voilà. Mais c'était quand même quelque chose qui était moins présent, quoi. Ici, maintenant, c'est compliqué de passer à côté dans nos vies. C'est voilà. Donc il y a quand même un moment où je veux pas aller sur ce sujet-là, mais par rapport à la longévité, et là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment ce côté de, en fait, il faut déjà, même pour moi, alors c'est mon avis, ok, à 20 ans, et sachez qu'à 20 ans, je n'étais pas comme ça, mais peut-être à 20 ans, déjà se dire, ok, je m'entraîne pour la longévité. Ou alors vous dire, ok, entre 20 et 30 ans, je teste un peu les trucs, et puis à 30 ans, commencer à dire, ok, moi, je m'entraîne pour la longévité. Personnellement, voilà, tout à l'heure, j'ai fait 2 rounds sur 10, j'ai fait 2 rounds de moins que vous, mais c'est comme j'ai dit, moi, il me faut 5 minutes avant de donner mon cours. En fait, avant, je pense qu'à 25 ans, j'aurais dit, ouais, t'es nul et tout, t'es pas bon, c'est nul ce que tu fais. Maintenant, j'en ai 35, je me dis, j'ai fait 8 rounds en fait. J'essaye de retourner le problème autrement. Et moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais encore une fois, mon objectif était d'être en forme pour les adhérents, quoi. Donc, là où je veux en venir, c'est, il faut que votre but, il soit clair. Si votre but, c'est pas la longévité, c'est ok. Mais quel est donc le but? Et si le but, c'est la longévité, faites en sorte que vos entraînements et vos choix soient corrélés à ça, à cette volonté de longévité. Donc, comme on vient de le dire, volonté d'aller chercher de la force quand même, parce que encore une fois, la force c'est la vie, soyons bien d'accord, comme le gras c'est la vie, pour ceux qu'on la ref. Mais l'idée, c'est ça. Et après, moi j'ai mis de la force beaucoup et j'ai pas assez travaillé le cardiovasculaire. Voilà, ça fait 2 mois et demi que je m'entraîne tous les samedis avec Jonas qui coach à l'Irox. Je revis et j'en parle avec beaucoup des gens que j'ai un petit peu poussé à aller vers l'Irox. Tout le monde me dit pareil. C'est pas l'Irox le truc qui est fort, c'est que l'Irox a rendu le run plus sexy. Et nous, on en met beaucoup parce qu'en plus, on est confortable dans le run ici. On peut courir. Il y a de la pluie, ça, on est tributaire de ça. Mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de voiture. Enfin, on peut le faire. Et donc, pour moi, il y a quand même une volonté cardiovasculaire. Mais de toute façon, la force va le travailler aussi à travers le travail de système nerveux, etc. Donc, ouais, soyez clairs sur ce que vous voulez avoir. Et si c'est la longévité, faites en sorte que les choix et les décisions soient dans ce sens-là. Totalement. Tu voulais dire quelque chose, Seb? Non? Non. Et ici, je pense à un deuxième chapitre, par exemple. Ça peut être plus au niveau de la mobilité, la souplesse, la récupération. Parce que je pense qu'il y a quand même une grosse partie, c'est bien s'entraîner en force, bien s'entraîner en cardio, etc. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Quelle place est là, cette mobilité, cet étirement, cette flexibilité, souplesse, cette récupération, le sommeil, la nutrition, etc. Quelle place est là aussi dans cette longévité? Il y a, au niveau sportif, c'est un peu bizarre, mais le premier truc qu'il faudrait savoir faire, c'est respirer correctement. Et parce que ça permet d'engager certaines choses musculairement d'une certaine manière, et c'est limitant, même c'est très limitant pour un deadlift, c'est très limitant pour des douleurs spécifiques, c'est très limitant pour la performance de manière générale, et c'est vraiment sous-coté. Après, oui, il y a tout l'aspect nutrition, il y a tout l'aspect sommeil. Ça, c'est des trucs qu'on aimerait bien mettre en place justement petit à petit ici. Et
Est-ce que pour toi, la respiration, c'est un peu comme le run? On sait courir et on sait respirer, en fait. On pense. C'est ça, on pense que tout le monde sait respirer, tout le monde sait courir. Mais en réalité, si on creuse, en fait, on se rend compte qu'il y a une technique, qu'il y a des respirations spécifiques, il y a du run spécifique. Exactement. Je pense que la respiration, c'est comme ça, quelque chose si simple qu'on a par nature, qu'on croit qu'on le fait bien directement, et en fait, il y a plein de choses. Mais il suffit simplement de regarder, il y a toutes les déformations, cloison nasale et autres, mais si on regarde sur Internet, quelqu'un qui respire par sa bouche pendant 10 ans et qui s'est fait... ils ont travaillé sur cette personne-là pour changer sa respiration, qui travaille par le nez, n'importe quoi, la forme du visage change. Ouais. Et ça a un impact sur le système nerveux, parce que le système nerveux, si on respire tout le temps par la bouche, ça appelle ça augmente le cortisol, enfin ça fait plein de choses qui développent de l'anxiété, donc mais il y a des marqueurs hormonaux qui en ressortent. Mais il y a plein d'études aussi, des tests, c'est pas 100% efficace parce que c'est avec des montres, etc. Mais genre le fait de se boucher par exemple la bouche avec du tape, etc. pour seulement respirer par le nez quand tu dors, ou même des autres qui font à l'envers, qui font seulement pour voir la différence de respirer seulement par la bouche quand ils dorment. Et en fait, c'est incroyable les heures de sommeil profondes qu'il y a entre un et l'autre. C'est des trucs que tu dis, punaise, ça change tout. Et moi, à chaque fois, je sens qu'avant d'aller dormir, je sens que j'ai un peu le nez bouché, je sais que ça va être une mauvaise nuit. Ouais, directement, je mets des produits pour essayer de respirer à fond, tu vois, pour que ça passe au maximum, pour essayer parce que je sais que je vais mal dormir, je me réveille avec la bouche sec, et c'est dingue comme quelque chose de si simple au final. Il y a des gens qui vont gaspiller, on va dire, des programmes pas des programmes, mais plein de choses, des patchs, des trucs super chers, et au final, c'est seulement apprendre à respirer. On gagnerait déjà en récupération, en longévité énorme. C'est fou. Mais c'est moins marketing. Tu sais vendre moins, tu sais gagner moins d'argent avec ça, alors c'est plus compliqué, quoi. Le problème, c'est que tu as mis le doigt sur quelque chose. Les gens doivent apprendre. Ce qui demande un investissement temporel, énergétique et très certainement financier. Mais le rendu est tellement... Le rendu, t'as rien. T'apprends à respirer, tu sors de la session, tu te fais j'ai perdu mon temps. C'est pas vrai. Non, mais parce que t'as pas un truc matériel à toucher. Tu vois, on vit dans une société, c'est j'ai mal à la tête, tiens, voilà un cachet, c'est réglé. Alors, là où nous, t'as mal à la tête, ok, t'as dormi comment aujourd'hui? Pourquoi t'as mal à la tête? Ouais, pourquoi? Et en fait, ça par exemple, moi c'est ce qui m'a fait me lancer dans la posturologie. En fait, c'est la cause des causes. En tout cas, c'est comme ça qu'on te vend la posturologie. Puis après, quand j'ai fini la posturologie, j'ai été voir la neuro, parce que je me suis dit, ok, non, en fait, la posture, elle est aussi, avec tout ce qui est système nerveux, surtout, c'est le cerveau, en fait, le chef. Et puis, dans ça, j'ai été réflexe archaïque, parce qu'en fait, c'est le développement de 0 à 1 an. Et en fait, moi, j'ai toujours réfléchi en essayant de trouver la cause des causes. Et au final, je pense que ce chemin-là, il est infini, parce que t'as jamais fini. T'as toujours une autre cause, t'as toujours une autre variable, t'as toujours un autre contexte. Là où je veux en venir, c'est que il faut vraiment, encore une fois, penser à pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous faites les choses pour ne plus avoir mal maintenant, ou est-ce que vous faites les choses pour faire en sorte d'être en bonne santé et d'éviter d'avoir mal en comprenant pourquoi vous avez mal? Et donc, évidemment, quand on a mal, je prends un exemple tout bête, mais quand on a mal à la tête, la première chose, c'est quand il y a un incendie, c'est d'éteindre l'incendie, ok? Par contre, pour moi, quand on a mal à la tête, qu'on prend un cachet, on n'atteint pas l'incendie, on coupe l'alarme incendie, c'est différent. Donc on coupe les signaux, mais les problématiques qui font que le feu n'arrête pas de reprendre, elles sont toujours là. Et pour moi, ça, c'est très sous-coté de se dire, ok, moi, tout ce que je fais, je dis toujours en personal training, mes PT, c'est, mais pareil, mes communautés, mes formations, tout ce que je fais, c'est autonomie et renforcement. Je veux vous renforcer physiquement, mentalement, financièrement assez fort pour que vous puissiez devenir autonome. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'être autonomes. Et il y a des gens qui pensent qu'ils veulent être autonomes et qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup, bon ça c'est un gros sujet, mais il y en a beaucoup qui donnent leur santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Et les gars, c'est vous en fait les acteurs de votre propre santé. Il n'y a personne qui fera le taf pour vous en fait. Hein. Personne. Ça prend du temps et de l'énergie. Exactement, ça prend du temps, de l'énergie et c'est compliqué. Mais c'est pour ça que nous on est là. Et en fait, ça c'est un des trucs que j'ai dit récemment au coach qu'on a en formation ici à la Coaching School. C'est d'utiliser le concept de la via negativa. Alors moi, je le connais de Nassim Nicolas Taleb, qui est un super écrivain, antifragilité, jouer sa peau, etc. Mais c'est un vilain mot, entre guillemets, en latin, via negativa, mais tout ça pour dire juste que enlevez ce qui est négatif. Retenez que ça. Si déjà, vous prenez des cachets, vous êtes en train de prendre des compléments alimentaires, vous prenez des choses pour aller mieux, etc., et vous avez moins de 8 heures de sommeil,
on va essayer peut-être d'attaquer le sommeil. Si vous allez 5 fois au McDo par semaine, on va peut-être essayer déjà d'enlever les McDo. Donc avant de rajouter des choses à votre vie, enlevez déjà ce qui est négatif. Et en fait, ça, c'est pas marketing. Parce que nous, on vend des solutions simples, mais j'ai envie de dire qu'on vend des solutions simples, mais pas faciles. Parce qu'il faut du temps, de l'énergie, s'engager. Et pour la respiration, moi j'ai un petit jeu comme ça que je fais tout le temps et je montre tout le temps à ma femme, c'est un truc de fou. Essayez de regarder, vous êtes en route, etc., ou vous êtes même en train de marcher dans la rue, etc., quand vous croisez des gens, regardez le nombre de personnes qui marchent avec la bouche ouverte. Et bien ces gens-là, ça veut dire qu'ils ont une respiration et une inspiration et expiration, qui est complète au niveau de la bouche. C'est des gens, il y a 9 chances sur 10, et même plus, parce que je vais être gentil, que ce soit des gens qui sont en anxiété chronique. Parce que au niveau nerf vague, système nerveux, parasympathique, sympathique, rien que le fait de respirer, comme le disait Jonas, le fait d'avoir un tape en fait sur la bouche, ça vous permet d'être en aîné et donc d'activer les choses au niveau du système nerveux, nerf vague, etc., qui vont vous faire redescendre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc si vous vous dites, mais moi je ne sais pas respirer par le nez, en fait déjà vous ne savez pas pour le moment, ça s'apprend et ça se réapprend. Mais en plus de ça, il y a de fortes chances que vous soyez victime d'anxiété chronique, en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut être impactant via la via negativa. Donc, enlever le négatif, mais aussi simplement, comme disait Seb très bien, la respiration. C'est un des premiers trucs pour lesquels on doit aller. Et qu'est-ce qui est plus dangereux que quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui croit savoir? Voilà. Je me suis emballé. Alors en gros, au niveau on a parlé du sommeil, très important, de la respiration, pardon, du sommeil. Pour vous, est-ce qu'il y a un numéro d'heures à dormir? C'est propre à chacun, c'est propre à chacun, et je vais directement embrayer sur la nutrition et puis on reviendra sur le sommeil. Mais tout le monde ne doit pas manger de la même chose en fonction de son mode de vie et pour une flore intestinale, il faut un certain temps pour la créer. Ça entraîne un certain type de nutrition, mais c'est pas pour ça que c'est bon non plus. Non. C'est évolutif, il y a plein de paramètres. Et donc, pour le sommeil, pour moi, ça dépend. Par exemple, si je suis dans une période où je veux m'entraîner pour certains objectifs, je sais que c'est minimum 8 heures de sommeil que j'ai besoin. Si je m'entraîne pas du tout, j'ai assez avec 7 heures de sommeil. Mais c'est pas pour ça que je sais pas vivre avec 5 heures de sommeil pendant X années. Non, mais qualité quoi. Mais t'as plus de cheveux blancs, du coup. Ouais, non, c'est super intéressant ce que tu dis par rapport aux variables aussi, par rapport à la nutrition. Moi, je dis toujours, la nutrition, c'est une religion. Il y a autant de types de nutrition que de personnes. Pour moi, c'est ça. Ce n'est que ça. Parce que moi, plus j'en apprends sur la nutrition, plus je discute avec des professionnels, plus je me rends compte qu'en fait, il y a tout et son contraire, en fait. Et c'est comme une voiture. Un diesel, tu vas pas mettre de l'essence dedans. Et ben moi, je pense que l'humain, c'est pareil. Moi, j'ai mangé des glucides toute ma vie, jusqu'au moment où j'ai fait le protocole Strong Fit. J'ai arrêté les glucides, mais totalement pendant 6 semaines. Ouais, 5 ou 6 semaines, j'ai un trou de mémoire, bref. 5 ou 6 semaines, j'ai fondu, j'ai pris 4,5 kg de masse sèche, mais j'ai perdu aussi du gras. Et en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais roulé au diesel alors que j'étais essence. Maintenant, j'ai rajouté les glucides. Voilà, je suis en train de prendre, j'ai une boisson là, ici, parce qu'on s'est entraîné et j'ai donné les heures de cours. Bref, c'est quelque chose que je bois pas régulièrement, mais j'en bois. Et ben, c'est ok en fait. Mais tout un moment, j'étais en mode carré. Genre 0 sucre pour voir comment ça allait. Puis que des protéines pour voir comment ça allait. 0 protéines pour voir comment ça allait. Donc effectivement, c'est beaucoup du test and retest. Et un truc qui est hyper important, c'est que c'est un équilibre. Comme Seb l'a dit, dans sa partie où il va vouloir être compétiteur à fond, etc., il n'aura pas le même équilibre par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici, sommeil, respiration, nutrition, entraînement, style de vie, que s'il est cool en fait. Hein. Et nous, en plus, je suis désolé, mais on est entrepreneurs tous les trois. Et donc, on n'a pas... Et je jette la pierre à personne. Le métro boulot dodo je sais quand je commence le travail lundi, je sais quand je finis vendredi, que du contraire. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a les avantages aussi, parce qu'on n'a pas que les inconvénients, on peut faire un peu ce qu'on veut comme on veut. Mais on va pas se mentir, en général l'entrepreneur il travaille quand même beaucoup parce qu'il n'y a rien à faire, ça lui parle, c'est la passion quoi. Donc ouais, il faut quand même bien penser que pour moi, il n'y a pas la vérité, il y a des vérités. Et c'est à vous de voir et de construire votre vérité à travers, désolé les amis, le temps, l'énergie et très certainement l'apport financier aussi en vous faisant suivre par des professionnels, accompagner ou même vous former parce que ça compte aussi quoi. Ouais, parce qu'il y a des produits que moi ça peut aller très bien
Et pour toi, justement, ça peut, oui. justement, pour moi, par exemple, c'est le flocon d'avoine. Je sais que, par exemple, là, j'ai repris un peu de lait de flocon d'avoine. Je mange un petit peu plus de flocon et directement, j'ai des inflammations aux genoux et aux coudes, direct. Okay. Et là, je vais retirer de nouveau pour voir si ça va un peu mieux. Et moi, le truc qui m'a vraiment fait dire, punaise, c'est incroyable, l'importance en fait de l'alimentation dans les inflammations, etc. Je suis parti 4 mois au Congo avec l'armée et là-bas, voilà, la bouffe c'est tout on conserve, voilà, c'est l'armée, voilà, c'est comme ça. Et je m'entraînais moins que quand j'étais ici. Et j'avais tous mes 4 articulations, mes 2 coudes, mes 2 genoux enflammés, impossible de bouger, des douleurs, et je m'entraînais vraiment, je dirais 4 heures moins par semaine. Et j'avais plus d'inflammation que quand j'étais ici, seulement à cause de l'alimentation qui était vraiment avec plein de merde, etc. Et c'est ça que là, je me suis dit, l'importance en fait de... Là, je pourrais croire directement, ok, je m'entraîne trop. C'est-à-dire que si ça m'arrivait ici, directement, je pourrais dire, je m'entraîne trop, je vais réduire. Et en réalité, c'était pas du tout que je m'entraînais trop. C'est seulement qu'il y avait des aliments qui me causaient en fait des inflammations, etc. Ouais. Alors c'est vraiment très important aussi ce côté d'alimentation d'analyser. Et c'est pas parce que c'est le produit que les 6 Instagrammeurs ont dit que c'est les meilleurs produits pour le moment que ça peut être bien pour toi. J'ai aussi un autre cas, c'est les, je sais pas comment ça s'appelle, les goji, les trucs rouges là. Tout, les goji là. Oui, un peu les bails, oui, c'est ça, c'est les goji. Oui, à un moment c'était genre l'aliment qui allait sauver le monde. Le shidajit et l'ashwagandha maintenant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un aliment qui était vraiment partout. Et en fait, j'avais des crampes abdominales que je croyais que j'allais mourir, quoi. Et ça m'a pris presque 1 semaine et demie à trouver que c'était ça, parce que dans ma tête, c'était l'aliment impossible que c'était mauvais, tu vois. Et jusqu'à qu'un moment, je l'ai retiré de mon bowl cake, là, et là, ça allait mieux. J'ai dit, waouh, putain, et là, je peux plus le voir, quoi. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est analyser. Et si vous avez des problèmes avec des inflammations ou au niveau stomac, commencez à retirer, remettre des aliments pour tester, pour voir comment ça vous aide dans cette alimentation, quoi. Ok, est-ce que vous avez quelque chose d'autre au niveau de sommeil? On n'a pas parlé de mobilité. Est-ce que vous pensez que la mobilité, la souplesse est quelque chose d'important dans la longévité? Oui, c'est important. Mais pour moi, ça a de plus en plus de lien avec la force, justement, parce que c'est de travailler dans des amplitudes où on sait tout exploiter et la respiration de nouveau. Après, justement, j'avais noté ça, j'avais mis est-ce que c'est bien d'être très fort mais être super raide? Et est-ce que justement il n'y a pas beaucoup de gens, par exemple, qui arrivent souvent dans la muscu, qui sont très forts, tu les vois visuellement super forts, etc. Mais au niveau raideur, c'est genre ils vont se pencher vers l'avant et on dirait que le ischion va lâcher d'un jour à l'autre. Voilà, est-ce que cette mobilité a vraiment une importance dans la longévité? Oui, mais comment la définir exactement? Enfin, ça reste complexe, mais clairement, il y a un lien. Si tu tombes sur le dos, tu peux te relever comme une tortue, tu ne sauras pas te nourrir. Ouais. Tu sauras dormir, mais tu ne sauras pas te nourrir. Donc tu vas mourir. Ouais, totalement. Mais j'ai une anecdote et j'allais la parler justement au niveau de la force, au niveau de la longévité. Avec l'armée, j'étais ambulancier avec les pompiers. Et un jour, on a dû aller, je travaillais avec les pompiers, on a dû aller à un appartement 12 étages à Nivelles. Et en fait, c'est une amie à la personne, c'est une personne âgée. C'est plus l'âge, mais dans les alentours de 80 ans, qu'elle donnait plus de signes de vie, en fait, non? Et l'amie, elle est tracassée, alors elle appelle les pompiers, on se présente là-bas, on toque, il n'y a personne, malheureusement, il n'y a pas de fenêtre parce que c'est tout haut, tu vois, tu peux pas voir s'il y a quelqu'un, on casse la porte, la mamie ou la personne était à côté de son lit, couchée au sol, vivante, ça fait 48 heures qu'elle était couchée, elle savait plus se lever, parce qu'en fait, elle n'avait pas de force dans ses bras pour se lever du sol. Et moi, ça m'a fait vraiment dans ma tête, je dis waouh! En fait, cette personne-là, elle était incapable justement de dire une tortue. Elle était là, en fait, elle savait pas se retourner, elle savait pas s'accrocher à quelque chose. Heureusement que vous venez, quoi. Oui, mais ça, c'est le boulot, quoi. Mais tu vois, tu te dis, heureusement, surtout l'amie, qu'elle avait quelqu'un qui a pensé à elle en disant, ça fait bizarre qu'elle répond plus, etc. Et là, tu te dis, waouh, putain, l'importance de gagner assez de force pour seulement pousser d'un lit pour te pouvoir l'élever, et si tu as quelque chose cassé, appeler après, tu vois. Mais c'était vraiment choquant, et
À savoir que quand tu te restes couché sur un truc comme ça autant de temps. En fait, elle avait tout le dos encangréné et tout, parce qu'en fait, à plat, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de sang qui passe, etc. C'était un peu dégueulasse. Mais heureusement, à la fin, elle était vivante et tout. Mais tu dis l'importance, en fait, de la force. À fond. Et je pense qu'avant, dans les années 90, etc., les années 2000, tout ça, c'était beaucoup plus le cardio. On disait le cardio pour la longévité, le cardio, le cardio. Et j'ai l'impression qu'en fait, le CrossFit a mis ça, il s'était un peu écrit dans le Level 1, disait la différence entre quelqu'un qui va dans une maison de repos ou qui est autonome chez lui. C'est pas le cardio, c'est pas être capable de courir 10 km. En fait, c'est la capacité de pouvoir te soulever de ton lit, etc. C'est ça qui te permet la force qui limite la décrépitude. C'est la même partie. C'est exactement ça. Et ça, c'était, pour revenir un peu au chapitre de la force, que je trouvais super intéressant de se rendre compte de l'importance. Et quand on parle de force, on parle pas de savoir soulever 300 kg en deadlift. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment être capable déjà de tout soulever. Autonome, en fait. Autonome. Moi, j'ai une dame de 92 ans qui habite en face de chez moi. Cette dame-là, en fait, tous les jours, tu regardes et en fait elle a une grande porte-fenêtre, elle est souvent assise là et en fait la voisine directe va la voir tous les jours et nous on fait signe tous les jours, mais 2-3 fois à chaque fois qu'on sort en fait. Et là j'ai envie d'amener un truc un peu plus humain qui est l'idée de communauté. C'est-à-dire que ces personnes-là aussi, en fait, l'air de rien, il faut pas les laisser de côté, quoi. Parce que, bon, 92 ans, c'est normal. Là, clairement, elle a une perte de masse musculaire et tout. Mais c'est vrai que moi, ce qui me marque dans ton histoire, c'est aussi le côté de l'intervention de la personne. Mais évidemment, il faut, donc, l'ami, quoi, qui vous dit, ouais, allez voir. Parce que moi, waouh, ça m'impacte de fou. Et c'est vrai qu'on l'a déjà fait avec Dédé, elle s'appelle. Du coup, je lui fais les bisous. Mais l'idée, c'est ça. Elle regarde des podcasts, tu penses? Je ne pense pas, mais on lui fait quand même des bisous. Donc ici, voilà, super sympa. En plus, très chouette. Et par rapport à la mobilité, la souplesse, pareil, la mobilité, pour moi, la différence, c'est que la souplesse, c'est une capacité d'amplitude de mouvement. Donc, si tu n'arrives pas à descendre à une certaine amplitude, tu n'arrives pas à te pencher à une certaine amplitude, on est vraiment sur de la souplesse. La mobilité, c'est la capacité d'amplitude avec la bonne tension musculaire. Donc, pour moi, quand on parle de force, on a plus envie de parler de mobilité. Donc une amplitude avec une tension musculaire que de juste simplement aller chercher un mouvement. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que j'arrête pas de crier dans les cours où je dis non les gars, commencez pas à me faire des demi-reps en push-up. Non, mettez-vous sur les genoux s'il faut, mais par contre faites une full amplitude. Et ça je trouve aussi que c'est sous-coté par rapport au développement de la force. Ouais. Parce que, et ça c'est une discussion qu'on avait eue aussi pendant la coaching school, où on voulait de toute façon full range ou pas full range, mais en tout cas on voulait une tension musculaire quoi. Parce que ça dépendait un peu de l'intensité que tu voulais mettre aussi. Mais au final, ce qui a été marrant, c'est qu'on disait pas la même chose, mais qu'on était d'accord sur le point qui était mettre de la tension pour pouvoir travailler la force et la longévité du coup. Et pour la mobilité, comment vous essayerez de l'entraîner? Est-ce que, par exemple, dans des cours Pilates, yoga, on entraîne ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire à part? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? La routine, je sais qu'il y a des gens qui se réveillent le matin et directement, ils font une petite routine de mobilité. Ou, je pense que les gens l'appellent ça mobilité, mais souvent c'est plus de stretching ce qu'ils font. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Voilà. Est-ce que ça pourrait aider d'avoir une petite routine mobilité, etc.? Pourquoi pas. Moi j'aime bien utiliser les openers personnellement. Alors ce qui est magique c'est que voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, mais là on repart sur la respiration. C'est-à-dire que par exemple si je vais aller chercher un biceps curl, donc je vais me mettre ici, je vais être ici activé, ok, et pour savoir ma mobilité, donc je me répète un peu, mais attention, tracasse, ça ira. Il est pas trop lourd, ça va. Merci Jo. Donc ici on va vraiment vouloir ma mobilité, tension musculaire plus amplitude. Je vais inspirer par le nez. Au moment où je vais descendre, ça va donner ceci. Et en fait, là, mon muscle est toujours activé. Et en fait, je pourrais tendre le bras, mais là, par contre, mon muscle n'est plus activé. Et donc, c'est un travail, ça, que je fais beaucoup. Ça peut être sur des pecs, ça peut être sur de l'overhead, ça peut être sur du squat. Et ça, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont très impactés par cette méthode-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à force de traîner, entre guillemets, dans ces amplitudes et à rester dedans, on va gagner de la force. On va augmenter l'intensité, on va augmenter l'afflux nerveux, on va augmenter la facilité dans laquelle on est dans cette amplitude. Et comme le corps est bien fait, il va nous permettre au fur et à mesure de descendre un petit peu plus. Et c'est là où pour moi la respiration, donc l'inspiration par le nez, quand on va aller chercher l'amplitude de mouvement, est super intéressante parce que si vous la maintenez, donc quand vous arrêtez d'inspirer, vous arrêtez de bouger l'amplitude, vous restez dans votre tension. Et si vous continuez, vous sortez de votre tension. Vous pouvez tester avec ces mouvements-là. Un truc qui est très cool aussi avec ça, c'est le squat, qui marche très très bien. Par exemple, c'est comme ça que j'ai travaillé avec Emmeline, qui est enceinte quand même de 8 mois, et qui est restée alitée combien? 3 mois 3 mois, 2 mois et demi, 2-3 mois. Je lui ai dit, voilà, on va rester en sécurité, on va juste inspirer par le nez quand on descend. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, elle descend de plus en plus bas. Pas parce qu'en fait, elle gagnait en force,
par rapport au rep, mais parce qu'elle gagnait en fluidité, elle regagnait en confiance, et donc elle regagnait en anxiété qui descendait. En fait, elle a recommencé à bouger. Donc voilà, moi c'est comme ça que je travaillerai. Et puis on peut se dire, ok, je vais faire 3 fois 10 répétitions. Moi personnellement, je suis un peu plus comme Seb. J'avoue que j'y vais au feeling, sans trop m'emmerder. C'est vraiment en mode, ok, je viens chercher une série. Quand je sens que ça commence à brûler, j'arrête un peu, je prends 2-3 minutes de repos, je discute avec vous, je repars. Donc je suis plus dans une volonté de connexion et de ressenti plutôt que de renforcement. Mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Moi, c'est ce que je proposerais, voilà. Moi, par exemple, j'ai eu, là, ça fait 2 ou 3 semaines maintenant, je me suis bloqué un peu le dos, le sacrum qui a, oui, je suis allé au kiné vers Geoffrey qui a remis ça en place. Et en fait, j'ai remis un petit peu des séances un peu de mobilité maintenant par jour. Je fais 5 minutes, j'essaie de faire pas beaucoup, mais tous les jours, tu vois. Parce que je fais la position, le 90-90, mais avec les fesses un peu surélevées. J'essaie de faire, en fait, je le fais sur le tapis, comme ça, je sais mettre la fesse sur le tapis et mon corps dort le tapis, comme ça, de ne pas commencer avec un sandbag un peu chiant. Et voilà, je fais le pigeon, c'est la position pigeon. Voilà, je fais tous des exercices un peu de mobilité, mais j'essaie toujours de faire un peu de travail aussi de relâchement, action, etc. Et en fait, avant, je me mettais un peu la pression de vouloir faire 15 minutes, etc. Et à la fin, ça revenait un peu une tâche, et c'était chiant. Et là, en fait, je me suis dit, ok, je prends 5 minutes, c'est rien du tout. Mais j'essaie de le faire tous les jours. Ouais. Et franchement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais laissé de côté. Et personnellement, je le sens au niveau de la hanche, au niveau des douleurs, etc. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant. Et je trouve que il y a quand même quelque chose d'important dans la longévité, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je ressens moi-même, tu vois, j'ai des bonnes sensations, tu vois, parce que quand je le fais pas, je peux me sentir plus raide, un petit peu plus crispé comme ça, et je trouve qu'il y a une importance et il faudrait mettre en place de petites choses, etc. Je sais pas si toi tu fais des trucs, oui, Seb. mais ça dépend un petit peu parce que si quelqu'un ne bouge pas beaucoup et sédentaire, on va dire, et a relativement une bonne posture parce qu'il respire bien, donc ça va, et qu'il n'y a pas de trauma émotionnel, etc. En général, il va savoir bouger correctement de partout. Il y aura très peu de problèmes de mobilité. S'il commence à s'entraîner en force d'une certaine manière ou d'autres choses, il va commencer, s'il se concentre sur la tâche et s'il n'est pas aidé, il va mettre en avant certaines tensions sur certains muscles et d'autres vont se bloquer pour pouvoir assurer la sécurité de l'articulation. Et si on part là-dedans, là il faut un travail. Donc ça dépend un petit peu de la qualité de justement de sa vie émotionnelle, de son entraînement. Parce qu'il y en a qui ont besoin de rien. Et donc s'il respire bien, s'il n'y a pas tout ce qui est émotionnel, s'il y a une qualité de tension qui est apprise relativement tôt, il n'y a pas tout ça. Mais après, effectivement, ça peut être fait de manière juste pour le plaisir, c'est parce qu'on aime, parce qu'il y a plein de raisons, parce que ça te fait du bien. Mais clairement, si il y a des limitations et que c'est des mouvements et qu'on doit explorer des mouvements dans lesquels, je ne sais pas, par exemple, on veut se lancer dans le karaté aujourd'hui, il va falloir faire un coup de pied sauté, n'importe quoi, ça devrait être travaillé et il y aura un gros travail à faire au niveau mobilité sous tension, etc. à faire. Donc il y a des connaissances à acquérir là-dedans. Et pour pouvoir acquérir des connaissances, il faut consacrer du temps et s'investir dedans pour pouvoir évoluer. Et ça va passer par tous ces trucs d'exercice. Mais de nouveau, là, je mettrais en avant la respiration comme pilier. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi, ouais. Et je pense que pour clôturer un peu tout ce qu'on a parlé, je pense que c'est une de grosses importances aussi dans la longévité, c'est le stress. Je pense que comme ça, on pourra clôturer avec ce parti-là. Qu'est-ce que vous pensez du stress? Qu'est-ce qui peut être... dans la longévité, en réalité, qu'est-ce qui affecte au niveau du stress, etc. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a évolué justement à travers les dernières décennies parce que, c'est très vulgarisé, mais si on dit que il y a toute la période industrielle où les gens étaient concentrés sur le travail et donc ils se mettaient même pas, ils n'avaient pas le temps de réfléchir à leur bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué au fur et à mesure parce qu'on a de plus en plus des tâches cognitives comme travail et on sait beaucoup plus facilement s'évader. Il y a beaucoup plus de pensées à gérer. Donc c'est comme si la société était, on avait passé un cap par rapport à ça au niveau. Pour moi, c'est parce que tous les choses de base de survie sont atteintes. Tout à fait.
Parce que, comme je dis, je passais en total, avec l'émission et tout ça, je passais quand même 1 an en Afrique. Je vis, personne n'est stressé là-bas. Oui. Et c'est les premières personnes qui devraient être stressées parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire demain, et ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Manger, c'est les trucs de base. Et en fait, eux, ils sont tout le temps, chaque jour, aller chercher, faire quelque chose pour gagner la nourriture, faire ça pour gagner le truc. Et en fait, ils sont pas stressés, tu les vois, je dirais même, ils sont heureux en fait. Tu les vois dans le visage. Et par contre, ici, on a tout. Et maintenant, tous les gens stressés en CT. Je pense que c'est seulement à cause de que, en réalité, tous les trucs de base des survies sont atteints. On les a. On sait comment on les a. On doit faire tout le temps des choix. On s'impose des choix, que ce soit de vie ou plein de trucs. Et pardon, j'ai été coupé. Non, du tout, aucun problème. Mais donc, c'était le stress, l'idée. Et donc, on a de plus en plus de stress et qu'on est dans une société, justement, où il y a beaucoup plus de difficultés à gérer ce stress. On respire mal, justement. On n'a pas les armes. Et donc, on va justement on a développé tout ce qui est spécialiste en tout genre là-dedans. Et je crois que ça va évoluer de plus en plus et que ça va être vraiment la difficulté, c'est de gérer tout ce côté abstrait. On pourrait dire que le stress, ça peut revenir une maladie. En tout cas, ça va se transformer ça part en maladie d'une manière ou d'une autre. Oui, justement, quand on parlait des cancers tout à l'heure, avant, maintenant, il y a plein de merde un peu partout, tout ce qui est perturbateur endocrinien, les stress. Oui, on est de plus en plus dans un monde. Je ne vais pas dire que c'est pas naturel, mais il y a de plus en plus de perturbateurs et au niveau cognitif, cérébral ou tout ce que on pourrait dire aussi, on se pourrit un peu la vie. Et tu penses que ça peut affecter dans le long terme, dans la longévité, de vraiment, c'est par exemple quelqu'un qui est tout le temps stressé, etc., qui vivent moins longtemps ou qui vivent moins bien, tout ce etc. qui est psycho-émotionnel, du coup. Oui, ça peut attaquer que ce soit les organes ou même les articulations, bloquer une articulation, se limiter au niveau des mouvements. Et clairement, mais je suis curieux de voir aujourd'hui si une personne qui est mal émotionnellement ou qui est en dépression, si on la transpose dans une vie il y a une centaine d'années, est-ce qu'elle aurait les mêmes caractéristiques au niveau dépression ou pas? Et même dans 100 ans plus tard, ça sera peut-être encore bien pire. Totalement, totalement. Pour toi, Benja? Gros sujet, hein. Moi c'est ma thèse, ça, le stress et l'anxiété. Je pense qu'il y a un manque de sens, encore une fois. Moi, je prends l'exemple de mes 2 grands-pères. C'était mon milieu ouvrier. Hein. Ils avaient chacun leur jardin. Ils avaient chacun. En fait, ils finissaient leur boulot. C'était un peu bisous avec la famille. Et puis ceux qui avaient envie de venir avec lui, ils allaient hop dans le jardin. Ils faisaient ce qu'il fallait. Ils ramassaient leurs fraises, ils ramassaient leurs salades, ils ramassaient leurs légumes, et ils y allaient. Et en fait, moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, là, en 2025. Il y a beaucoup trop de combats qui sont dans la tête et beaucoup plus de combats qui sont dans le corps. Et en fait, je pense que ça, c'est problématique parce que tu te fais... Le mal est à l'intérieur. Il est interne complètement. Et en fait, tu te fais d'une taupinière, hein, donc vraiment un petit monticule de terre créé par une taupe, tu te fais un Himalaya en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont un petit peu bloqués là-dessus. Et c'est aussi une des choses dont j'ai discuté avec les coachs récemment. Je dis en fait, votre premier rôle, quand vous êtes en personal training notamment, parce que c'est un peu plus compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu plus compliqué dans la salle, quand il y a beaucoup de gens, c'est d'essayer de réaligner ce physique avec ce cognitif, quoi. Donc réaligner le mental et le physique. Et là, pour moi, il y a 2 grandes échelles. Si on prend l'idée que c'est une arche, soit on est dans le côté dépressif. En fait, le côté dépressif, c'est tout est dur. C'est je prends toujours cet exemple, mais prendre une assiette pour mettre dans le lave-vaisselle, c'est dur, quoi. T'en as marre de tout. Et à côté de ça, de l'autre côté complètement opposé, t'as l'anxiété. Laver les tasses aussi, ça peut être ça. Ça peut être ça. on tient peut-être quelque chose, Jonas. Tu veux qu'on en parle? On tient peut-être un truc. Mais de l'autre côté, t'as l'anxiété, où en fait c'est, ouais, mais attends, si je vais prendre un plat, ça veut dire que je vais salir l'assiette, et alors on a salé l'assiette, mais attends, il va falloir que je m'arrange pour avoir du temps pour manger assez vite, pour aller chercher. Et en fait, on est tout le temps dans la tête, quoi. L'anxiété, c'est la peur de quelque chose qui a beaucoup de chances de ne pas arriver. L'anxiété, je prends toujours aussi cet exemple, je pense que j'en ai déjà parlé, mais si vous avez jamais vu Inside Out 2, donc Vice Versa 2, il faut le voir, parce qu'en fait, il y a l'anxiété qui arrive à l'adolescence,
C'est un personnage. Je peux vous garantir que le mec qui a créé ce personnage, l'équipe, la femme, je ne sais pas, mais les gens qui ont créé ce personnage, ils savent ce que c'est l'anxiété. L'anxiété a un but. Le problème, c'est que quand vous prenez l'anxiété, que vous le laissez dans la tête et que vous ne mettez rien dans la physicalité, donc vous n'êtes jamais dans l'action concrète, ça devient une anxiété chronique. Le stress aigu, c'est ok. C'est ok, l'examen c'est demain, là maintenant il va falloir se botter le cul, bam, il va falloir réétudier. Ok, ça c'est ok. Mais stresser pendant 3 mois et demi, parce que l'examen c'est dans 3 mois et demi, et ne rien faire, procrastiner, etc. Et en fait être, même d'un point de vue cortisol et tout ça, c'est la merde. Stop en fait. Et pour moi, il est là le truc. C'est que moi, je vous le dis, je m'entraîne pas pour être musclé, je m'entraîne pas pour être beau, je m'entraîne quand même un peu pour être en santé, mais c'est pas le plus important. Je m'entraîne pour être bien dans ma tête. Je veux qu'émotionnellement, je sois en capacité de gérer les shit qui viennent en face à moi. Et en fait, moi, j'ai une capacité à me mettre en colère très rapide. Mais ça, c'est mon système nerveux. Donc, j'utilise ça pour me redescendre. Mais il y en a, c'est le contraire en fait. Ils sont tout le temps tout cool et ils ont besoin du sport pour s'énerver un peu. Donc voilà, c'est une réponse un peu longue, mais pour moi, il y a vraiment un oubli de cette physicalité. Et je pense que pour moi, la longévité rime avec sportivité parce que le sport est l'une des dernières actions physiques qui nous restent en fait. Qui nous reste, à part, évidemment, si ton travail est quand même physique, mais regarde, comme on l'a dit tout à l'heure, quand ton travail, je suis désolé, mais souvent travail rime avec productivité rime avec mettre la tâche en priorité, et la tâche n'est pas égale à la contrainte. C'est QFD, c'est ce qu'on te raconte depuis tout à l'heure. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de, ok, avec le sport, c'est ce que je dis, j'ai 2 sœurs là en tête qui sont top, vraiment super intelligentes, de grandes études, etc., mais beaucoup dans l'anxiété. Et à chaque fois, je leur dis la même chose. Elles travaillent en force avec moi dans mes sessions Strong Fit, et je leur dis à chaque fois la même chose. Tu fais ce que tu veux dehors, mais ici, tu débâches. Ici, t'envoies du lourd, t'arrêtes de te prendre la tête, il y a 0 jugement, etc. Et à chaque fin de cours, elles viennent me trouver, elles me disent, c'est quand même vraiment génial la façon dont tu fais ça. Et en fait, je dis, mais je fais rien de spécial. C'est juste que par mes paroles, je t'autorise à lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose que, je suis désolé, on fait pas. Et encore que nous, on a du bol, je pense, on est des hommes. Je pense que la société est beaucoup plus difficile avec les femmes, c'est que mon point de vue. Après, j'ai une épouse qui est beaucoup dans le féminisme, etc. En tout cas, les combats qui, pour moi, ont du sens, parce qu'ils n'ont pas tous, ça c'est encore une autre discussion. Mais effectivement, culturellement, la société est pas facile, quoi. Et ben moi, ces femmes-là, j'ai envie de leur dire, venez comme vous êtes, et venez surtout montrer qui vous êtes. Et venez arrêter d'avoir un combat dans la tête, parce que vous allez vous rendre compte que cette petite taupinière, ce mont qui est l'Himalaya, c'est peut-être finalement une petite taupinière. Et c'est ça en fait qu'on peut y aller. Mais ça, je vous le dis, vous ne pourrez pas le savoir avant d'essayer d'avoir grimpé. Et ça, c'est l'action en fait. Donc si j'ai un seul truc à dire, passez à l'action. Rendez le stress que vous avez dans la tête, passez à l'action. Donc plutôt que de mettre de l'énergie sur ça c'est la problématique, ça va pas, ça c'est compliqué, mettez de l'énergie sur comment je peux régler ça et passer à l'action. Le petit pas pertinent. Ok, mais ce que tu dis par exemple de la montagne, etc. Mais en gros, si maintenant ce problème-là, on devait penser, ok, en fait, il y a rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas à manger, il me faut remplir le frigo. Cette montagne-là, elle revient, en fait, le stress de l'examen, le stress de X, pas l'examen parce que c'est possible que l'examen pourrait te permettre d'avoir de l'argent, mais en gros, ce problème-là revient beaucoup moins important. En fait, quand c'est une question de survie, la friction entre l'action et l'inaction est beaucoup moindre. Qu'est-ce que j'entends par là? Je pense que vous avez compris, mais pour être sûr, c'est que l'examen, tu le fais pas, tu peux le refaire l'année prochaine. Certes, tu peux voir ça comme la fin d'un, je sais pas, socialement, tu peux avoir une petite mort, comme on appelle ça. C'est possible, hein, parce que si tu es le seul à rater l'examen, ça peut être compliqué. Donc c'est une petite mort, hein, on appelle ça en psychologie. Bref, ouais. J'avais un autre... C'est quoi? Je vais pas. Ok. Donc ici l'idée, c'est que par contre, tu manges pas, c'est pas une petite mort, quoi. C'est une mort tout court. Donc en fait, tout le temps que vous mettez à vous créer des idées de procrastination, des actions des actions d'inaction en fait, hein, parce que ces idées vous empêchent d'agir, c'est que c'est pas vraiment grave en fait. Et je sais que c'est compliqué d'entendre ça parce que c'est chacun sa sensibilité par rapport à ça. Mais encore une fois, pourquoi les gens, comme tu dis, dans les pays peut-être un petit peu plus défavorisés ou un peu moins, je veux dire industrialisés, je vais dire ça comme ça, ont moins de problèmes parce qu'ils se posent moins de questions. Ils sont dans l'action en fait. Totalement. Et nos grands-parents, c'était pareil. C'était, t'as faim? Ok, viens, on va dans le jardin. Bam. T'as faim? Ok, viens, on va tuer un des lapins qu'on a élevé pour ça et on va le manger. Ok. Et en fait, c'était action, réaction, quoi. On est trop dans le confort, quoi. Mais trop. La vie est trop facile et alors on crée des problèmes parce que la vie est trop facile.
C'est vraiment... comme il n'y a pas de problème, on va créer nous-mêmes des problèmes, on va commencer à inventer des choses, on va commencer à réfléchir, et en fait, on crée des soucis quand tout en réalité, il y a cérébralisé. Mais tout. tout. Qui est dans le corps maintenant? Et ça, je pense que dans le long terme, ça va être dangereux parce que c'est des personnes frustrées. Oui, c'est déjà, hein, mais c'est des personnes frustrées, des personnes qui en fait sont stressées pour n'importe quelle chose. Tu les vois, même dans le feu rouge, il est 8h du matin, et tu vois les gens, ils sont déjà. Tu dis, putain, mais relax, il est 8h du matin, relax quoi. Des fois, on est dimanche, je vois des fois des gens qui sont, mais ça avance pas. C'est dimanche, relax, on fait un cours ici, on passe un bon moment, relax quoi. Quand t'as fini ton cours, t'as pas envie de te battre sur la route en fait. Parce que t'as exprimé quelque chose. Totalement. Ces gens-là, c'est des gens qui expriment pas. Alors après, il y a le sexe, il y a l'alcool, il y a les drogues, il y a le sport, on s'est déjà mis d'accord sur le fait que c'était le moins pire des drogues, entre guillemets. Mais en fait, il y a un moment où juste, ça va s'exprimer. Maintenant, de quelle manière ça va s'exprimer? Est-ce que ça va s'exprimer par ta mauvaise humeur qui va juste ruisseler sur ta famille? Parce que, en général, quand on n'est pas de bonne humeur, je suis désolé, mais on n'est pas de bonne humeur avec soi-même et avec les autres, surtout. Ou alors, est-ce que toi, tu vas faire en sorte de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, Astérion par les cornes, et de se dire, ok, on y va ensemble, quoi. Totalement. Moi, c'est ce que je dis. Franchement, agissez, quoi. Passez à l'action. La plus petite action est meilleure que le meilleur des plans. Parce qu'un plan, c'est dans la tête. On connaît tous ce pote qui a un plan pour devenir riche, mais ouais, mais tu sais, c'est pas le bon moment. Fais-le, en fait. Fais-le, passe à l'action, tu vois. Et ça, c'est ce que je dis. Là, c'est ce que j'ai envie que les gens entendent et se disent. Mais je pense que c'est super important et surtout pour le thème de la longévité, c'est vraiment très important parce que ça peut vraiment, ce stress-là peut revenir vraiment chronique. Ça peut pour moi, ça peut même aller vers des problèmes intestinaux. Ça peut vraiment aller dans beaucoup de choses, tout ce stress. Et il faut vraiment trouver. Et je pense que le sport a vraiment un point super positif, c'est qu'on peut lâcher, on peut vraiment exprimer. On peut vraiment évacuer ces stress-là de la journée, du boulot, etc. Après, nous, on est là aussi pour contrôler ça, pour pas se mettre toujours dans le rouge. Dans le rouge, pas commencer à se punir parce qu'on n'est pas content avec notre vie, on n'est pas content, on vient ici, on se détruit comme quelqu'un qui ferait ça dans un bar. C'est pas ça. Et on est là justement les coachs pour. C'est bien, il faut exprimer, il faut évacuer, mais il faut prendre soin de soi aussi. Ça sert à rien de tout donner, te mettre dans le rouge en faisant un deadlift si tu vas te déglinguer. Par contre, prends un éco-bike et fais-le. Là, je m'en fous. Là, il y a zéro risque de se blesser. Et là, si tu veux lâcher, lâche tout si tu veux sur l'éco-bike. Placer des contraintes efficaces de par la connaissance du système global que nous avons. Plus on est intelligent, et je dis ça pour nous, pas nous trois, mais nous, je veux dire le monde, l'humain, plus on est en capacité de trouver des solutions. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que je pense factuellement, par rapport à ce que je vois, et notamment les personnes que j'accompagne, que l'intelligence est mise en place pour créer des raisons de ne pas bouger, donc plutôt des problématiques, que utiliser son intelligence pour trouver des solutions. Ouais. Moi, je dis toujours à mon père, les gens me payent pour trouver des solutions, en fait. Et c'est parce que je suis malin assez pour en trouver et que j'ai du boulot. Mais c'est aussi parce que je suis complètement curieux et que, voilà, par ces discussions, ça m'anime, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le mal du siècle, c'est pas forcément le dos. Pour moi, c'est l'anxiété chronique. Et l'anxiété chronique, c'est quelque chose de complètement pernicieux, quoi. Ça arrive petit à petit parce que un jour, tu as raté un examen. Et puis tu te retrouves à 45 ans, dans l'incapacité totale de bouger, de te remettre en question, etc. Et tu es dans un métro boulot dodo où le lundi de 15h à 16h30 tu nettoies, à 16h45 Et en fait ça pour moi c'est pas bon parce que la rigidité crée pour moi la non-flexibilité et donc la problématique, quoi, notamment d'anxiété. C'est un gros sujet, gros sujet. Oui, mais je pense qu'on a quand même assez parlé de ça. On va pas rentrer plus en détail. C'est aussi Seb, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est tellement vaste et personnel en même temps, c'est compliqué. Ouais. Ok, mais je pense qu'on a parlé pas mal déjà de tout ce qui est pour nous la longévité, etc. Je propose qu'on fasse un mini résumé très rapide de tout ce qu'on a parlé. Ça peut être assez intéressant pour les gens. On a parlé un petit peu de déjà la force, l'importance de la masse musculaire. On a parlé aussi de masse musculaire, mais pas non plus être totalement raide. C'est pas l'idée, c'est vraiment être capable d'être fort. Pas seulement fort de soulever des poids lourds, mais aussi fort mentalement, etc. Ouais. Ça, c'est, je pense que très important. On a parlé de la mobilité, du sommeil, de la nutrition. C'est toutes des choses que nous, on aimerait bien mettre en place tout doucement aussi, avec des workshops, avec
aussi des personnes spécialisées sur ça, etc. Ça peut être super cool, mais nous, on est vraiment plus dans le mouvement et dans le feedback, on va dire directement. On va essayer de, tout ce qu'on parle ici, bien sûr, quand on est dans les cours, mais on discute avec les gens, on essaie d'aider dans ce monde-là. On a parlé du sommeil, super important. Et là, on a terminé par, je pense que c'est le gros problème, hein, c'est l'anxiété, ce stress, tu vois, qu'il y a beaucoup de gens qui sont très stressés. Et quelque chose qui est, je pense, que cool de notre boulot aussi, c'est que on voit les gens, quand ils sont terminés le sport, il n'y a plus de stress. Et on voit vraiment le bon côté des gens, etc. On voit le vrai côté au final. Parce que l'autre, c'est vraiment un côté qui est fait à cause de le boulot, à cause des choses qui ne passent pas. Je ne suis pas en train de dire que je suis jamais stressé, que je suis jamais anxiété. C'est pas ça. On n'est pas parfait. On a des moments comme ça. C'est logique. C'est seulement que on se rend compte rapidement, et moi j'essaie de mettre en place par exemple des choses que je sais qui vont m'aider à être meilleur dans les stress, etc. Je dis ok, je vais évacuer vite mon stress en faisant ça. Et c'est ça qui peut être très intéressant pour tenir. Au final, la phrase que Seb avait dit, hein, c'est on s'entraîne pour c'était comment, merde, j'ai oublié. Quelle phrase quand C'était la phrase de je m'entraîne. On s'entraîne pour vivre, pas vivre pour s'entraîner. Exactement. Je pense qu'au final, ça peut résumer un petit peu la longévité. C'est vraiment continuer à s'entraîner le plus loin possible, le plus vieux possible, continuer à s'entraîner pour être le plus fort possible chaque fois, etc. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Le nom du gars, c'est Brian Johnson. Ah, ok. Putain, il y a une heure. C'est Brian Johnson, le mec qui veut pas vieillir. Donc okay, voilà, comme ça, vous pourrez aller. On a fait exprès, comme ça, vous restez jusqu'à la fin pour C'était la surprise. Voilà. Rien d'autre, les gars? Non. Ok, mais merci à tous. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si jamais vous avez envie qu'on parle d'un thème ou si vous voulez que de ce thème ici approfondir, etc. Et sinon, comme d'habitude, on est dispo à la salle pour en discuter comme tous les retours qu'on a eu déjà. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.